C'est toujours très agréable d'être ici. Je vais vous présenter, vous parler donc de mon dernier livre. J'ai publié plus de 40 livres dans ma vie, livres traduits dans la plupart des pays du monde, en Asie, en Europe, en Amérique du Sud, un petit peu partout. Celui-ci, L'humain au centre du monde, vient de paraître le 7 mars dernier, donc il est tout nouveau, aux éditions du Cerf, à Paris, présidé par mon ami Colosimo, Jean-François Colosimo, qui est un grand intellectuel, qui a aussi une place importante politiquement en France, comme conseiller de ministre de la Culture, etc. Et L'humain au centre du monde, sous-titre pour un humanisme des temps présents et à venir. Troisième sous-titre, contre les nouveaux obscurantismes. Et vous voyez que sur ce bandeau, vous avez une figure stylisée du fameux homme de Vitruve, de mon cher Léonard de Vinci, auquel j'ai consacré en 2019 une biographie, dit-on, importante, Divin Vinci, Léonard de Vinci, l'ange incarné, en 2019. Et puis, surtout, c'est peut-être mon plus grand fait d'armes, pour le meilleur et pour le pire, par rapport à Léonard de Vinci, c'est que je crois avoir été le premier au monde à avoir prouvé, argument philosophique, artistique, à l'appui, que le fameux Salvator Mundi de Léonard de Vinci, qui a été acheté pour 500 millions de dollars par le prince héritier d'Arabie Saoudite, est un faux. Enfin, ce n'est pas un faux. En tout cas, il n'est pas de Léonard de Vinci, mais bien d'un de ses élèves, puisque Léonard de Vinci, lorsqu'il vivait à Milan, avait un atelier, et un de ses étudiants, dans une petite ville proche de Milan, qui est l'école de Varèse, a peint le Salvator Mundi, le sauveur du monde de Léonard de Vinci, qu'on attribue faussement à Léonard de Vinci. Et d'ailleurs, cet article que j'ai écrit à la une à l'époque du journal Le Point en France, mais qui était repris par la RTBF et par l'AFP, l'agence France-Presse, dans le monde entier, m'avait eu quelques ennuis, puisqu'on m'a dit, surtout M. Schiffer, n'allez pas en Arabie Saoudite. Vous saviez ce qui est arrivé à M. Khashoggi, qui a été coupé en petits morceaux dans un consulat, une ambassade d'Arabie Saoudite. Vous avez flambé 500 millions de dollars du prince Salman, Ben Salman, donc le prince d'Arabie Saoudite. Il vaut mieux que vous ne mettiez pas les pieds là-bas. On pourrait vous retrouver dans une valise coupée en petits morceaux. Effectivement, ce que je peux vous dire, c'est que ce tableau, Salvator Mundi, n'a jamais été présenté au public depuis l'article que j'ai fait. Ils sont gênés. Il y a eu, il y a quelques années, vous le savez, une rétrospective au musée du Louvre sur Léonard de Vinci. Eh bien, le Salvator Mundi n'a pas été exposé pour ne pas se heurter aux polémiques de connaisseurs. Et mon ami Jacques Franck, que vous connaissez aussi, qui est un des grands intellectuels de Belgique, a aussi écrit lui-même, il a embrayé, écrit un article dans la presse qui a fait aussi couler beaucoup d'encre, où il partageait tout à fait mon avis. Et pourquoi est-ce que je vous parle de Léonard de Vinci ? Parce que Léonard de Vinci, en fait, est au cœur de ce livre. Il est au cœur de ce livre, et vous voyez ici, stylisé de façon moderne, l'homme de Vitruve, qui est un dessin de Léonard de Vinci, qui se trouve actuellement, pour ceux que ça intéresse, à l'Académie des Beaux-Arts de Venise, parce que Léonard de Vinci est allé aussi à Venise. Et donc, si vous allez à Venise, à l'Accademia, vous verrez l'original de cet homme de Vitruve, de Léonard de Vinci, qui est ici reproduit, parce qu'il est le manifeste par excellence de la Renaissance et de l'humanisme. Je m'explique. Or, ce livre est consacré à une nouvelle définition, je vous l'ai dit, de l'humanisme. En fait, ce que Léonard de Vinci fait ici, dans ce magnifique dessin, qui est stylisé ici, l'homme de Vitruve, c'est un homme au centre d'une sphère, d'un cercle, qui est censé représenter ce cercle, la Terre. Cette Terre est elle-même presque au centre d'un carré, dans le dessin de Léonard de Vinci, qui est censé représenter l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au moment où Léonard de Vinci
fait ce dessin, nous sommes en plein cœur de la Renaissance, et même, pour être plus précis, de la seconde Renaissance, parce qu'il y a une première Renaissance bien avant, qui est définie notamment par Dante Alighieri, auquel j'ai consacré aussi un ouvrage. Donc là, nous sommes au XIIe, XIIIe siècle. Les grands humanistes de la première Renaissance, sans laquelle il n'y aurait pas eu la grande Renaissance que nous connaissons, celle de Pic de la Mirandole, de Léonard de Vinci, de Raphaël, de Michel-Ange, d'Erasme, de Rotterdam, mais qui a sa maison ici à Anderlecht, ou de Thomas More ou de Giordano Bruno, eh bien, la première Renaissance, nous sommes au XIIe, XIIIe siècle, c'est Giotto dans la peinture, Cimabue dans la peinture et Dante Alighieri. C'est eux, à la première Renaissance, qui ont permis l'éclosion et l'apogée de la grande Renaissance que nous connaissons, dont le grand maître, en tout cas en Italie, à Florence, là où il est né, dans les alentours de Florence, est bien sûr Léonard de Vinci. Alors, cet homme au centre de la Terre, Terre qui est elle-même au centre de l'univers, est le manifeste de l'humanisme. Pourquoi ? Parce qu'il est basé sur ce que l'on appelle l'anthropocentrisme, l'homme au centre du monde. Le titre de ce livre, L'humain au centre du monde. Léonard de Vinci veut replacer l'humain au centre du monde. Cet homme de Vitruve, pour ceux qui ne le savent pas, parce que tout le monde parle de l'homme de Vitruve, mais peu de gens savent qui était Vitruve. Vitruve, en fait, était le grand architecte à l'époque romaine de l'empereur Auguste. Et c'est Vitruvius, qui a dessiné tous les grands édifices architecturaux, tous les grands palais des Césars, des empereurs romains. Et donc, Vitruvius a calculé de façon précise, mathématique, géométrique, la perfection absolue de l'architecture, Vitruvius. Et que fait Léonard de Vinci dans cet homme de Vitruve ? Il reprend les proportions divines, divina proportio, de Vitruve, calculées sur le chiffre d'or, le nombre d'or des Grecs, des anciens Grecs. Vous pensez à Pythagore, par exemple. Eh bien, Léonard de Vinci reprend les schémas de l'architecte Vitruvius, 1er siècle après Jésus-Christ, de l'empereur Auguste, et il l'applique au corps humain. Et ce dessin de Léonard de Vinci est très précis. À côté du dessin est écrit à la main de Léonard de Vinci. Il écrit de droite à gauche dans une écriture spéculaire. Il faut avoir un miroir pour lire droit pour nous. Il écrivait de droite à gauche pour ne pas que l'on sache lire facilement ce qu'il écrivait, pour garder le plus longtemps possible le secret. Eh bien, Léonard de Vinci applique à l'homme, anthropocentrisme, les canons mathématiques de Vitruve en tant qu'architecte. Il reprend les canons de Vitruve, l'architecte, et il l'applique au corps humain. C'est ça, l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Il met l'homme de façon presque divine au cœur de l'univers, et c'est le centre de ce qu'on appelle l'humanisme, l'humain au centre du monde, d'où ce titre. Alors, il faut tout de suite lever une ambiguïté. Mon ami Jean-Louis Seban a rappelé que j'ai consacré un livre, gros livre de 400 pages à Umberto Eco, qui s'appelle « Le labyrinthe du monde ». Et Umberto Eco a écrit un livre où il parle un petit peu de ceci, ça s'appelle « Art et beauté dans l'esthétique médiévale ». Et Umberto Eco dit « Contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas de rupture entre le Moyen-Âge et la Renaissance, mais bien une continuité. » Je vous ai dit que la Renaissance, en tout cas italienne, Florence, Sienne, toute cette région-là, l'anthropocentrisme, en grec, anthropos, veut dire l'homme. Anthropocentrisme, l'homme au centre du monde. Voilà pourquoi ce dessin est une allégorie, le manifeste par excellence de la Renaissance. Au Moyen-Âge, nous sommes dans une autre esthétique et dans une autre philosophie que l'on appelle le théocentrisme. Du grec théos qui veut dire Dieu, Dieu au centre du monde.
à partir de la chute de l'Empire romain, vers les années 500, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, 1500, à l'aube de ce qui va devenir la Renaissance, pendant 1000 ans à peu près, notre culture judéo-chrétienne, et pour être précis, je dirais gréco-judéo-chrétienne, a été basée sur ce que l'on appelle le théocentrisme, c'est-à-dire Dieu au centre du monde, Dieu comme clé de voûte de tout l'édifice intellectuel, philosophique, artistique de notre culture, sinon de notre civilisation. Voilà pourquoi l'art, par exemple médiéval, est à 80, voire 90, 90% d'essence religieuse. Ce sont des œuvres d'art consacrées à Dieu ou bien à ce qui en émane. Ça peut être la figure de Jésus, ça peut être des moines, des prêtres, des prélats, des papes, la construction des églises, des couvents, des monastères. Bref, l'art religieux, le théocentrisme est au centre de l'esthétique médiévale. Pareil en philosophie. Le grand philosophe du Moyen-Âge, c'est saint Thomas d'Aquin. Grand logicien, disciple d'Aristote, avant lui, saint Augustin, nous sommes au 5e siècle, à partir de saint Augustin jusqu'à saint Thomas d'Aquin, tous les grands philosophes, ce qu'on appelle les pères de l'Église, sont thomistes et aristotéliciens, avec comme figure centrale celle de Dieu. Eh bien, la Renaissance, l'humanisme de la Renaissance, opère, comme dit Umberto Eco, et comme je le dis, non pas une rupture, j'insiste, entre le théocentrisme et l'anthropocentrisme, mais bien une continuité, un prolongement. Il n'y aurait pas eu d'humanisme et d'anthropocentrisme, l'homme de Vitruve, sans le théocentrisme médiéval. Pas de rupture, mais bien une continuité. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, dans ce premier quart de siècle du XXIe siècle, eh bien, la spiritualité, quand je dis la spiritualité, je ne veux pas nécessairement dire croire en Dieu. Je reprendrai la phrase de mon ami Luc Ferry, qui est dans ce livre d'ailleurs comme contributeur, ou de mon ami André Consponville. Je parlerai d'une spiritualité laïque. C'est-à-dire que pour avoir une spiritualité et pour être investi d'un esprit de transcendance, je vais revenir sur le concept de transcendance, sur l'élévation humaine, notamment dans l'art. Bien sûr, si l'on croit en Dieu, c'est très bien, mais on peut aussi élever l'âme humaine philosophiquement, esthétiquement, anthropologiquement, indépendamment de la croyance en Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas en Dieu. Ça veut dire tout simplement que même si on croit en Dieu, qu'on n'y croit pas, par ailleurs, l'important d'un point de vue moral et éthique, c'est l'importance accordée à l'homme. Et je vais plus loin. Je veux être précis et rigoureux. Je sais que j'embête beaucoup de monde, mais ça, c'est mon esprit rigoureux. Vous savez, j'ai été élevé à l'école de la philosophie analytique et de la logique. J'ai eu comme maître le grand Philippe Deveau, qui était le traducteur de Bertrand Russell, le grand logicien du XXe siècle. Et donc, il m'importe d'être rigoureux conceptuellement, d'être précis. Ce que je veux dire par là, c'est que le titre de ce livre, c'est « L'humain au centre du monde », et non pas l'homme au centre du monde, mais bien l'humain. Car j'établis une distinction entre l'homme et l'humain. Si je disais l'homme au centre du monde, d'abord on pourrait me dire, oui, mais que faites-vous des femmes dans cette époque wokiste? Admettons. Mais je n'oublie pas le règne animal. Je n'oublie pas le règne végétal. J'ai le plus grand respect pour les animaux. J'ai des chiens. Il y a un chien qui s'appelle Kant. J'ai un chien qui s'appelle Robs, Félicien Robs. J'ai un chat qui s'appelle Nietzsche, un chien qui s'appelle Balzac. Pour moi, ce sont mes amis. Je parle avec eux et ils me parlent. Dire l'homme au centre du monde serait pour moi une injure faite au règne animal. Bien sûr que l'homme est peut-être plus important, mais je ne néglige pas pour autant les animaux, par exemple. Et donc, j'ai préféré appeler ce livre « L'humain au centre du monde ».
c'est-à-dire la part d'humanité qu'il y a dans l'homme. Car dans l'homme, il y a le meilleur et le pire. Il y a le meilleur quand l'homme s'élève, non seulement par rapport à Dieu ou par rapport à la spiritualité, mais par rapport à son voisin, par rapport à autrui, celui qui a une conscience morale, éthique. Mais il y a aussi dans l'homme ce qu'il y a de pire. Pensons au nazisme, pensons à la barbarie. On l'a vu il n'y a pas longtemps, poindre avec le 7 octobre dernier, avec l'horrible attentat du Hamas en Israël. Alors je ne justifie pas pour autant Israël, ce qu'il fait après, je ne discute pas de ça, je ne rentre pas dans ce débat-là. Je dis simplement que l'homme est capable du meilleur et du pire. Et donc, pour sauver ce qu'il y a de meilleur dans l'homme, j'ai appelé ce livre « L'humain au centre du monde » et non pas l'homme. C'est-à-dire la part d'humanité qu'il y a dans l'homme. Et pour ceux qui croient en Dieu, je pense au père Zali Kavidikian par exemple ici ou à d'autres, n'oubliez pas que selon la Genèse, selon les anciens bibliques, Dieu a créé l'homme à son image. Jean-Paul Sartre répondait « et l'homme le lui rend bien ». Sartre qui était athée et qui pensait que si Dieu avait créé l'homme à son image, c'est peut-être pas ce qu'il avait fait de mieux. C'est ce que dit Sartre, je ne dis pas que je suis d'accord avec lui. Je dis simplement que pour éviter toutes les polémiques, j'ai préféré le terme d'humain. L'humain au centre du monde. Sous-titre « Pour un humanisme des temps présents et à venir ». Contre les nouveaux obscurantismes. Nous sommes en 2024 et je suis sidéré, effrayé parfois, par la pauvreté de la pensée aujourd'hui. Je vais même plus loin, de la littérature en général, de l'art en général. Je ne veux pas être Cassandre, je ne veux pas être un prêcheur de mauvaises aventures. Mais enfin, il me semble que notre monde occidental aujourd'hui est d'une grande pauvreté intellectuelle, philosophique, spirituelle, et qu'il est temps de lui redonner une qualité. Nous sommes menacés par des fléaux qui menacent pas seulement notre culture, pas seulement notre civilisation, mais je pense l'humanité même. Je vais vous citer des passages de mon cher Raymond Aron ou de mon cher Albert Camus, qui sont mes maîtres au XXe siècle, qui mettent en garde l'humanité contre les fléaux et les dangers qui la menacent. Je pense à l'intelligence artificielle. Je pense au transhumanisme. Je vais même plus loin. Plus que le transhumanisme, je pense que nous pouvons rentrer dans une période qu'on pourrait appeler le post-humain, où la technologie, c'est le mot, la technologie et le virtuel, Internet, est en train de remplacer l'humain et le réel. Il y a une espèce d'apologie du virtuel actuellement au détriment du réel. C'est très grave. Le transhumanisme, l'intelligence artificielle, le virtuel au détriment du réel, le wokisme, fait de préjugés invraisemblables. Le wokisme, qui au départ était une bonne entreprise de libération, est en train de devenir, j'en parle, je lui consacre un long passage, un fascisme qui ne dit pas son nom, un totalitarisme qui ne dit pas son nom, où au lieu d'inclure, on exclut. On le voit notamment dans l'écriture inclusive. Je pense aux nouvelles formes de barbarie qui mettent en danger notre civilisation. Le terrorisme islamiste. Alors je distingue l'islam et l'islamisme. L'islam est une grande culture. Je sais que, par exemple, Aristote, un de mes maîtres Aristote, a été connu en Occident grâce à Averroès, grand philosophe musulman. Il ne s'agit donc pas de critiquer l'islam en tant que tel, pas plus qu'aucune culture, aucune civilisation.
mais bien son dévoiement, ce que j'appelle l'islamisme radical. On le voit notamment dans les banlieues, que ce soit Bruxelles, que ce soit Paris, que ce soit Marseille, où cet islamisme radical est en train d'étouffer de plus en plus nos libertés individuelles. Je pense à la femme, par exemple, ou notamment à Lille. Pensez que dans le nord de la France, à Lille, eh bien, certaines femmes sont interdites de bikini dans des piscines au profit du burkini. Ce sont des dangers réels qui mettent notre civilisation en danger. Et puisque nous avons ici la chance d'avoir notre cher ami, le père Zadik Avidikian, je pense à l'Arménie, qui vient d'être chassé, le Haut-Karabakh, le plus vieux royaume du monde, le plus vieux royaume chrétien du monde, qui a été chassé de ses terres ancestrales millénaires par des fanatiques islamistes, soit venant de Turquie, soit de l'Azerbaïdjan, et qui veulent détruire cette petite enclave de quelques milliers d'habitants, parce qu'elle gêne l'expansion du panturquisme d'Erdogan ou de l'Azerbaïdjan d'Aliyev, qui sont deux dictateurs, et le monde se tait. Le monde ne dit rien. N'est-ce pas, mon cher père? Le monde ne dit rien. Des familles entières sont expulsées de leurs terres millénaires sans que le monde ne souffle mot. C'est incompréhensible. Je pense aux chrétiens d'Irak ou d'Iran. Je pense aux femmes d'Iran, obligées de porter le tchador ou bien le voile islamique de la tête aux pieds. Je pense aux fake news. Je pense à la manipulation des médias. Tout cela sont des fléaux qui, à mon avis, mettent notre civilisation, notre culture en danger. C'est pour ça que je parle de culture gréco-judéo-chrétienne. On a tort de limiter notre culture à la culture judéo-chrétienne. Non, il y avait aussi les Grecs, pratiquement contemporains de la naissance du monothéisme, sauf que c'était des contrées géographiques différentes. Je vous lis la 4e de couverture de ce livre que j'ai donc dirigé avec 33 intellectuels de tout premier plan. Il y a la crème de l'intelligentsia française et un Belge, mon ami Jacques Socher. Il y a la Tahar Ben-Jelloun, prix Goncourt, un des grands écrivains, mais d'origine arabo-musulmane, mon ami Tahar Ben-Jelloun. Il y a Marie-Jo Bonnet, qui est une grande féministe, mais pas la féministe woke d'aujourd'hui. Une féministe à la Simone de Beauvoir, à la Gisèle Halimi, ça oui, à la Elisabeth Badinter, grande amie aussi, oui. Il y a Jean-Philippe Domecq, philosophe, esthète. Il y a mon ami Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse en France. Il y a Arnaud Klarsfeld, le fils de Serge et Beate Klarsfeld, grande conscience juive. Il y a mon ami Rachel Kahn. Il y a Robert Rodecker, philosophe catholique, ancien sartrien, ancien rédacteur en chef des Temps modernes de Sartre. Il y a Pierre-André Taguieff, grand nom de la philosophie contemporaine, qui est directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique en France, le CNRS. Il y a Boualem Sansal, un des tout grands écrivains arabo-musulmans. Il y a mon ami Olivier Weber, qui est un grand défenseur de l'Arménie, qui va très souvent là-bas, qui est en train de faire un film sur ce qui s'est passé au Haut-Karabakh, et d'ailleurs, son film va être diffusé dans les principaux cinémas de France et de Belgique, en même temps que mon livre sur l'Arménie. Nous allons le présenter ensemble, en France et en Belgique, j'espère à Bruxelles. Il y a mon ami Jean-Claude Zilberstein, qui est le fondateur des éditions 10-18, vous avez tous lu, 10-18, livre de poche. Et il y a Alain Vircondelet, qui est l'ayant droit de Saint-Exupéry et de Marguerite Duras, et aussi le principal biographe du pape Jean-Paul II. Bref, il y a là une flopée d'intellectuels qui sont très importants. Et j'ai demandé à ces intellectuels de réfléchir comment repenser un humanisme pour les temps présents et à venir pour les générations futures, au moment où notre civilisation, notre culture, voire l'humanité, on parle aujourd'hui d'une possible 3e guerre mondiale, mais avec des bombes nucléaires ou atomiques par rapport auxquelles celle d'Hiroshima
ou Nagasaki ne sont rien par rapport aux possibilités de destruction d'aujourd'hui. Donc j'ai demandé à ces 30 intellectuels, hommes et femmes, dans une parité presque, c'est un pléonasme, égale, de réfléchir sur ce thème de l'humanisme. J'en ai fait une très longue introduction de plus de 50 pages et aussi une conclusion. Ce livre fait presque 400 pages. Il est sorti ce 7 mars dernier aux éditions du Cerf à Paris. Par parenthèse, les éditions du Cerf de mon ami Colosimo est la plus vieille maison d'édition chrétienne, catholique de France, sinon du monde, fondée par des dominicains à l'époque, il y a déjà très longtemps. Mais bien sûr, les éditions du Cerf ne publient pas que des livres chrétiens catholiques, ils publient aussi des grands humanistes, des grands philosophes. C'est simplement un ancrage historique, si vous voulez, mais qui a été bien vite dépassé. Eh bien donc, voilà de quoi traite ce livre. Essayez de redéfinir un humanisme pour les générations à venir, parce que je m'inquiète, je suis moi-même père d'un garçon, d'un fils de 30 ans, j'en ai moi presque 67, donc je me dis, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il a une double licence en philosophie et en sociologie de la Sorbonne, il a fait une maîtrise à Nanterre, mais il me dit lui-même, papa, qu'est-ce que le monde d'aujourd'hui? Il a lu Platon, il a lu Aristote, il a lu Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, Heidegger. Et il me dit, mais pourquoi est-ce que j'ai fait la philosophie? Ça me sert à quoi? Quand je parle philosophie, mes copains de mon âge tournent le dos. Eh bien, c'est justement pour retrouver une culture, une civilisation, un esprit que nous avons essayé de réfléchir sur ce livre qui, à mon avis, par la quantité des textes, il y en a 33, et la qualité de ces auteurs fera, à mon avis, date et autorité dans les annales de l'édition française et même mondiale. Alors, ceci est une mise en bouche de ce dont je veux vous parler plus précisément encore. J'ouvre une parenthèse, pour ceux que ça intéresse. Ce livre, L'humain au centre du monde, a comme complément cet autre livre qui va paraître à la fin du mois de septembre, à la fin de ce mois, qui est une critique en bonne et due forme du wokisme. Je bois un petit peu d'eau. Merci, mon cher Jean-Loup. Ce livre s'inscrit, comme l'a dit Jean-Loup, dans un double héritage. Il a eu la gentillesse de rappeler que j'ai consacré un gros livre à Léonard de Vinci, un à Raphaël, qui s'appelle Grazia Mundi, la grâce de l'art, et un à Dante, la constellation Dante, le chant du sublime. C'est dire si l'humanisme m'intéresse. Mais je ne voulais pas me limiter à écrire sur des humanistes. Je voulais moi-même prendre la meilleure part de cet humanisme et essayer de l'actualiser. Donc ce livre, il est basé sur l'héritage, comme le dit l'affiche que Jean-Loup a faite, sur l'héritage de l'humanisme, mais aussi sur la critique que j'ai faite des intellectuels. Critique que j'ai commencée dès les années 1992, à l'époque de la guerre en ex-Yougoslavie. En fait, ce livre s'inscrit donc dans l'héritage de ma réflexion sur l'humanisme à travers les grands artistes et les grands littéraires, mais aussi par rapport à une réflexion sur le rôle des intellectuels. Les intellectuels aujourd'hui sont-ils à la hauteur pour lancer l'alerte par rapport aux fléaux et aux dangers qui nous menacent? Et ce livre, L'humain au centre du monde, j'insiste, l'humain et non pas l'homme au centre du monde, L'humain au centre du monde est le troisième volet d'une trilogie que j'ai commencé en 2022 avec le livre Pensée Salman Rushdie, que j'ai dirigé autour de 26 grands intellectuels, il y a des gens très importants là aussi, qui a été publié aux éditions de l'Aube en 2022 et en collaboration avec la fondation très prestigieuse, la fondation Jean Jaurès en France. Il s'intitulait « Pensée Salman Rushdie ». Il est paru en octobre-novembre 2022, c'est-à-dire 2-3 mois seulement, à peine, après l'assassinat, la tentative d'assassinat dont a été victime Salman Rushdie à New York en août 2022. Il faisait une conférence, vous le savez, pas loin de New York, dans l'État de New York,
et il a été sauvagement agressé à coups de couteau. Il vient de publier un livre qui s'appelle « Le couteau », où il parle de cet événement. Et en fait, Rushdie, indien de culture arabo-musulmane, même s'il est non pas athée mais laïque, est agressé, presque tué, parce qu'il a un discours de tolérance, un discours d'écuménisme, un discours, je ne dirais pas occidental, mais en tout cas occidentalisé, un discours basé sur les Lumières, sur l'esprit de tolérance dont parlait mon cher Voltaire dans son traité de la tolérance, publié en 1763, c'est-à-dire en plein XVIIIe siècle. Les encyclopédistes, Diderot, d'Alembert, Montesquieu, l'esprit des lois, les lettres persanes. Bref, Salman Rushdie se fait agresser. Comment se fait-il qu'un intellectuel arabo-musulman, en fait indien, il est indien à l'origine, peut se faire lui-même agresser par des gens qui viennent de l'islam, des islamistes? Comment se fait-il qu'un musulman tolérant ou un indien tolérant peut lui-même se faire agresser par des extrémistes, par des fanatiques, par des fous d'Allah, par des fous de Dieu? Et donc nous avons commis avec des amis intellectuels un premier livre, Penser Salman Rushdie. J'ai voulu élargir le sujet. Je me suis dit, penser Salman Rushdie, ça ne suffit pas. C'est un cas spécifique, singulier, emblématique, Rushdie. Mais il faut élargir la réflexion. Et donc, j'ai fait un deuxième livre collectif, là nous étions 23, toujours publié aux éditions de l'Aube, qui s'intitule « Repenser le rôle de l'intellectuel ». Au moment où l'intellectuel est mis à mal, au moment où l'intellectuel a perdu ses lettres de noblesse, où est Raymond Aron aujourd'hui? Où est Albert Camus aujourd'hui? Où sont ces grands intellectuels qui ont fait l'honneur de la France et de la francophonie? J'ai la chance de connaître Dominique Schnapper, qui est la fille du grand Raymond Aron, qui était un de mes maîtres. Elle est elle-même consternée. Un de mes grands amis, Edgar Morin, qui a participé au livre sur Rushdie et sur l'intellectuel, il faisait partie de la brochette. Edgar Morin, qui a aujourd'hui 102 ans, avec lequel je parle souvent, d'ailleurs sa fille, Véronique Naumgraf, est dans ce livre, le troisième volet, ils sont consternés. Ils me disent, mais où va ce monde? Où est la tolérance? Qu'est devenu Paris? Patrie des droits de l'homme, esprit des Lumières. Et donc, nous avons essayé de repenser, et c'est le troisième volet, Rushdie, on élargit l'intellectuel, et on va au-delà, on essaye de repenser, au-delà de la figure de l'intellectuel, la figure de l'humaniste. Et nous y sommes. Les humanistes, c'est le paradigme, c'est l'ancêtre, le précurseur de ce qu'on appelle l'intellectuel. Alors, dans ces humanistes, il y a, je l'ai dit, Léonard de Vinci, il y a Thomas More, il y a Erasme de Rotterdam, il y a Michel de Montaigne et son ami La Boétie, qui a écrit le discours de la servitude volontaire. Après les humanistes, il y a les Lumières, je l'ai dit aussi. Et donc, c'est cette continuité que nous essayons de repenser. Pourquoi est-ce que je dis que la grande figure de l'intellectuel, à mon avis, est à rechercher chez les humanistes? Parce que tout simplement, le mot intellectuel, peu de gens le savent, mais le mot intellectuel, en français, le mot, le substantif, et donc la fonction, ne naît qu'à la fin, à la toute fin du XIXe siècle, tout début du XXe siècle, à l'occasion de l'affaire Dreyfus. Le premier à avoir parlé du rôle de l'intellectuel, eh bien, c'est Émile Zola, dans son J'accuse, où il prend la défense du capitaine Dreyfus, dans le journal L'Aurore, que dirigeait à l'époque Georges Clemenceau, qui sera aussi Premier ministre et n'a jamais été président. Et donc, l'intellectuel, il naît à la fin du XIXe siècle, à l'occasion de l'affaire Dreyfus. Vous pouvez retourner toutes les encyclopédies que vous voulez, tous les dictionnaires que vous voulez. Si la bibliothèque d'Alexandrie existait, pareil. Vous pouvez aller au Vatican, au British Museum, dans toutes les grandes bibliothèques,
vous ne trouverez pas, avant l'affaire Dreyfus, le mot intellectuel. C'est un terme, un substantif, né à l'occasion de l'affaire Dreyfus, où des gens qui pensaient, des philosophes, des écrivains, mais aussi des médecins, des anthropologues, des dentistes, bref, autres que des manuels, ce n'étaient pas des plombiers, ce n'étaient pas des cheminots, ce n'étaient pas des mineurs, ils travaillaient d'abord avec leur intellect. Ces gens-là se sont réunis et ont écrit le manifeste, ils ne savaient pas comment se définir. Et ils se sont autodéfinis comme le manifeste des intellectuels. C'est une étiquette née dans un journal, l'Aurore, en défense d'affaire Dreyfus, au lendemain du J'accuse de Zola, où ce manifeste des intellectuels défendait à la fois Dreyfus et Zola, qui, parce qu'il avait défendu Dreyfus, était lui-même accusé et pouvait aller en prison. Et savez-vous qui a trouvé le mot intellectuel, je vous le donne en mille, et qui a, peu de gens le savent, et qui a fait un petit peu comme moi, modestement, récolté tous ces noms, ben c'est Marcel Proust. Marcel Proust, à la recherche du temps perdu, eh bien Marcel Proust, qui est lui-même, par sa mère, juif, s'est érigé pour défendre le capitaine Dreyfus, accusé de collaboration avec l'ennemi, en l'occurrence les Allemands à l'époque. C'est Marcel Proust qui est allé frapper, à l'époque il n'y avait pas de téléphone comme aujourd'hui, qui est allé frapper aux portes pour écrire le manifeste des intellectuels, qui a été publié dans l'Aurore, en défense de Zola, qui lui-même avait défendu Dreyfus. Voilà comment naît l'intellectuel. Donc, à la Renaissance, le mot n'existe pas. À l'époque des Lumières, de Voltaire, des encyclopédistes, de Diderot, de Sade, d'Alembert, le mot n'existe pas. On parlait d'humanistes. Ensuite, de philosophes des Lumières. Voilà pourquoi je dis que l'intellectuel, tel que le mot est aujourd'hui passé dans le langage commun au XXe et XXIe siècle, eh bien, cet intellectuel, c'est-à-dire la personne qui travaille sur l'intellect, en fait, la figure emblématique, il naît à la Renaissance avec les humanistes. Voilà pourquoi ce livre est à la jonction de ma réflexion sur l'humanisme et sur la critique des intellectuels. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je me fais comprendre? Donc, c'est très important. Et j'essaye de redonner à l'intellectuel ses lettres de noblesse, après tous les fourvoiements dont il s'est fait l'apôtre. J'essaie de redonner à l'intellectuel, tel qu'Émile Zola, tel que Marcel Proust l'avait conçu, j'essaie de lui donner ses lettres de noblesse à travers son véritable archétype, qui est ce savoir polyvalent, prismatique, éclectique, universel, le moins important, universel, qui était l'humaniste de la Renaissance. Pour moi, l'intellectuel, le Sartre, le Camus, le Aron d'aujourd'hui, eh bien, il ne peut se définir que par rapport à l'humaniste, cet esprit universel de la Renaissance, revu par les Lumières. Alors vous me direz, oui, mais M. Schiffer, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi cette idée assez négative, assez critique, sceptique, en tout cas, j'emploie le mot sceptique à dessein, je reprends le mot de mon cher Montaigne et de la Boétie. Je ne suis pas spécialement pessimiste. Je pense que le pessimisme est le revers de la médaille de l'optimisme, que ce sont les deux faces d'une même médaille. Je suis par contre sceptique, c'est-à-dire la conscience critique, la réflexion critique. Quand j'emploie critique, je l'emploie au sens noble du terme, je l'emploie au sens kantien. Emmanuel Kant, critique de la raison pure, 1781. Critique de la raison pratique, 1785, deuxième critique. 1789, facile à retenir, Révolution française. Critique de la faculté de juger. Ça, c'est les trois grandes critiques d'Emmanuel Kant. Eh bien, donc, quand je dis la pensée ou la conscience critique, je l'emploie au sens de Kant, c'est-à-dire au sens noble, scientifique et rigoureux du terme. Il ne s'agit pas de critiquer pour critiquer, mais il s'agit d'avoir un esprit lucide et qui surtout met des mots sur les choses. Comme disait Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter à la douleur du monde. Il faut apprendre, mes chers amis, à dire les choses, à ne pas avoir peur de les dire, comme on a hélas peur aujourd'hui. On n'ose plus parler, on n'ose plus rien dire, vous êtes tout de suite catalogué. Ah, c'est un misogyne. Ah, c'est un machiste.
Ah, c'est un antisémite. Ah, c'est un islamophobe. Ah, c'est un homophobe. Où est le débat là-dedans? Où est le débat critique? Où est le respect des idées? Le respect d'autrui? L'échange, le partage des idées? Tout ce monde-là me semble aujourd'hui appauvri et remis en cause, hélas. Et ce que j'essaye, modestement avec mes amis, de sauver. Je vous donne l'exergue que j'ai mis. Elle est d'un grand philosophe qui est de Edmund Husserl. C'est comme ça que je commence mon introduction. Edmund Husserl. Husserl est un grand philosophe à cheval entre le 19e et le 20e siècle. Il est le fondateur de ce qu'on appelle la phénoménologie, qui est une discipline très importante de la philosophie, où l'on analyse le monde non plus par rapport à des idées, comme le faisait par exemple Platon, mais par rapport à ce que Husserl appelle des phénomènes. Alors, c'est une discussion philosophique extrêmement pointue. En deux mots, la phénoménologie, c'est-à-dire la science des phénomènes, phénomène, logos, la science en grec, la phénoménologie, la science des phénomènes, c'est comme ça que ça se traduit en français, dérive de la critique de la raison pure d'Emmanuel Kant. Qu'est-ce qu'il fait Kant, Emmanuel Kant, dans la critique de la raison pure? Il dit, on ne peut plus penser le monde, l'homme, a fortiori l'existence ou la non-existence de Dieu par rapport à des idées, par rapport à ce qu'on appelle en grec des nomos, mais par rapport, en français, des noumènes, le mot français c'est noumène, mais par rapport à des phénomènes. Exemple, Kant dit qu'on ne peut pas prouver l'existence de Dieu de manière phénoménale, parce que Dieu est d'abord une idée qui s'est manifestée à travers la révélation, bien sûr. Mais Dieu est un noumène. On ne peut pas le penser en tant que phénomène, parce que Kant a un esprit scientifique. Et il dit que la philosophie doit avoir une base scientifique. Sinon, on peut parler de tout et de n'importe quoi, dit Kant. C'est la critique de la raison pure. Les pouvoirs et les limites de la raison pure. Et donc, pour Kant, la philosophie, la métaphysique, doit être basée sur l'analyse, la critique des phénomènes. Husserl, qui a lu Kant, reprend cette vision de Kant et il invente la phénoménologie. Et donc voici ce que Husserl dit, et je l'ai mis en exergue parce que c'est vraiment ce qui a guidé ce livre, dans un livre, un petit livre, qui est en fait la réunion de 3 conférences qu'il avait données à la Sorbonne dans les années 1930, en 1935 pour être exact. Voici ce que dit Edmund Husserl. Pourtant, la nouvelle humanité, celle que nous cherchons justement, pourtant, la nouvelle humanité, l'humanité au but infini, n'apparaît d'abord que dans quelques philosophes, au sein d'un univers qui conserve son antique empreinte. Prométhée apporte le logos divin à quelques hommes isolés. Dieu sait si parfois j'ai un immense sentiment de solitude intellectuelle, comme tous les gens qui réfléchissent d'ailleurs, vous l'avez parfois vous-même, un immense sentiment de solitude, d'incompréhension et parfois même d'injustice dans le monde qui nous environne. Prométhée apporte le logos divin à quelques hommes isolés qui portent plus loin la tâche de l'esprit, qui doit un jour illuminer et transformer tout l'univers humain. C'est cela notre credo dans ce livre. C'est essayer d'éclairer le monde d'aujourd'hui modestement, humblement. Parce que nous considérons, mes amis et moi, il y en a 33, je vous l'ai dit, que ce monde ne va pas bien, que ce monde va mal. Alors, un des grands esprits, à mon avis, l'avait déjà dit, c'est Stefan Zweig, qui, en 1943, c'est la date de la parution du Monde d'hier, il s'est suicidé en 1942 avec sa femme, vous le savez, en Amérique du Sud, au Mexique. Juif, il voyait poindre le nazisme, il avait fui l'Autriche, il avait fui la Mitteleuropa, et ne pouvant plus supporter le péril nazi qui était en train de poindre, il se suicide le 22 février 1942 avec sa chère femme. Plutôt que
de voir le monde occidental sombrer dans la barbarie nazie. Et voici ce qu'il écrit, prémonitoire, en 1942. C'est dans Le Monde d'hier, souvenir d'un Européen. Chacun d'entre nous, même le plus modeste et le plus insignifiant, a été retourné dans son existence la plus intime par les secousses volcaniques quasi ininterrompues de notre terre européenne. Et la seule présence que je puisse m'accorder dans cette foule innombrable est celle d'avoir été à chaque fois, en tant qu'Autrichien, Vienne, en tant que Juif, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui, en tant qu'écrivain, en tant qu'humaniste, il emploie le mot, et en tant que pacifiste, à l'endroit précis où ces séismes se sont manifestés avec le plus de violence. Il écrit ça en 1942. Mais en 1929, dans un texte que très peu de gens connaissent, qui s'appelle, le titre, 1929, il y a un siècle, l'uniformisation du monde, il y a un siècle déjà. Que dirait-il aujourd'hui par rapport à la pensée dominante, par rapport aux médias, au mainstream, par rapport à la pensée unique, où tout se ressemble, où tout s'équivaut, où le moindre chanteur a The Voice, où le moindre danseur a Danse avec les stars, et dit génie, le mot génie, voilà, avec les stars, c'est génie, comme on le dit de Léonard de Vinci ou de Mozart. Vous comprenez cette équivalence qui est réducteur pour les vrais génies. Avec tout le respect que j'ai pour The Voice, pour Danse avec les stars, ou pour la télé-réalité, le mot génie égale vaudé, le mot talent égale vaudé. Je veux dire, on ne peut pas dire n'importe quoi à propos de n'importe qui, ce n'est pas juste en plus. Voici ce que déjà Stefan Zweig a écrit dans L'uniformisation du monde en 1929, un texte inconnu qui vient d'être publié maintenant. Malgré tous les moments de bonheur que m'ont apporté mes nombreux voyages au cours des dernières années, je ne peux me défaire d'une impression tenace qui s'est imprimée dans mon esprit. Un sentiment d'horreur silencieuse devant l'uniformisation du monde. Les modes de vie deviennent de plus en plus uniformes, se nivellent, je vous parlais de nivellement par le bas, se nivellent pour se réduire à un schéma culturel unique. Les coutumes propres à chaque peuple s'effacent. Les coutumes deviennent de plus en plus identiques. Les mœurs de plus en plus internationales. Il parle là, sans le savoir, de ce qui va devenir la mondialisation. Les peuples semblent, pour ainsi dire, ne plus se distinguer les uns des autres. La vie et l'activité des hommes obéissent à un même schéma. Les villes se ressemblent de plus en plus extérieurement. 1929. Paris est aux 3/4 américanisé. 1929. Paris est aux 3/4 américanisé. Le parfum subtil propre à chaque culture se dissipe de plus en plus. Les couleurs s'estompent toujours plus vite. Et sous la couche de vernis craquelé apparaît l'acier de l'activité mécanique, machine du monde moderne. 1929. On croirait que c'est écrit aujourd'hui. Stefan Zweig. Eh bien, c'est ce qui faisait dire, je vous ai parlé de Stefan Zweig, c'est ce qui faisait dire en 1918, c'est-à-dire 10 ans avant, au grand Paul Valéry, dans un texte magnifique qui s'appelle « La crise de l'esprit », 1918, au lendemain de la Première Guerre mondiale. La crise de l'esprit, écoutez cette phrase, tout le monde la connaît, mais peu de gens savent qu'elle est de Paul Valéry. C'est ainsi qu'il commence son texte absolument magnifique, La crise de l'esprit. Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Eh bien, nous y sommes. Valéry disait ça en 1918. Bon sang, qu'est-ce qu'il dirait en 2024 ? Après 2 guerres mondiales, après la menace d'une 3e. En 1935, il récidive.
toujours Paul Valéry, dans un texte, là aussi très peu connu, mais mon introduction fait un état des lieux, n'est-ce pas? Je fais une synthèse du monde depuis les Lumières jusqu'à aujourd'hui, en mettant tous les grands textes et tous les grands auteurs. Voici ce qu'il dit, Paul Valéry, en 1935. « Ainsi, l'action de l'esprit, créant furieusement, et comme dans l'emportement le plus aveugle, des moyens matériels de grande puissance, a engendré d'énormes événements d'échelle mondiale. Et ces modifications du monde humain se sont imposées sans ordre, sans plan préconçu et surtout sans égard à la nature vivante, à sa lenteur d'adaptation et d'évolution, à ses limites originelles. On peut dire que tout ce que nous savons, il met ça en italique, c'est-à-dire tout ce que nous pouvons, a fini par s'opposer à ce que nous sommes. Terrible comme diagnostic. Eh bien, il finit ainsi, et nous voici devant une question. Et c'est la question que Paul Valéry se pose et que je me pose avec mes amis. Et nous voici devant une question. Il s'agit de savoir si ce monde prodigieusement transformé, attendez, aujourd'hui on est à l'intelligence artificielle, hein. On est bien au-delà. Il appelle ça prodigieusement transformé en 1935. Mais qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui à l'époque de l'intelligence artificielle, du wokisme ou du transhumanisme? Et nous voici devant une question. Il s'agit de savoir si ce monde prodigieusement transformé, mais terriblement bouleversé par tant de puissance appliquée, avec tant d'imprudence, peut enfin recevoir un statut rationnel. Ça, c'est le mot important, rationnel. Parce que dans les fléaux qui nous menacent, je pense que la perte de rationalité est fondamentale. Un statut rationnel peut revenir rapidement, ou plutôt peut arriver rapidement à un état d'équilibre supportable. Ça, c'est le diagnostic de Paul Valéry. C'est le diagnostic de Stefan Zweig. Et alors, voici ce que dit aussi, je le cite, je ne vais pas tout vous citer bien sûr, mais un auteur que j'adore et qu'on lit très très peu, qui est André Suarez. Je ne sais pas si vous avez lu Le voyage du condottiere d'André Suarez, qui est un voyage qu'il a fait en Italie, le pays des humanistes justement, qui est absolument magnifique. Et voici ce que André Suarez dit. C'est écrit en 1923. Je vous donne la date exacte. Il a écrit ça dans son journal le 16 mars 1923. Il y a donc un peu plus d'un siècle. Un danger mortel menace la civilisation et l'Europe. Le règne sans contrepoids du marchand et du troc. Nous étions à l'aube du capitalisme, là. Mais qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Le règne sans contrepoids du marchand et du troc, de l'argent sans cœur ni pensée, de l'automate et de la machine. Ce monstre anonyme est partout dans le temps où nous sommes, qui est incertain entre la nuit d'un monde mourant et le jour d'un monde à naître, dont l'aube n'a pas encore lui. Les ténèbres sont en travail, les douloureuses ténèbres. Et il ajoute, c'est à la France, c'est à l'Europe d'être assez humaine pour sauver la conscience de l'Europe et le royaume universel de l'esprit. Voilà le diagnostic de trois éminents penseurs, écrivains, poètes, à cheval entre le 19e et le 20e siècle, Paul Valéry, Stefan Zweig et André Suarez, qui est pour moi un des tout grands, un des plus beaux prosateurs qui soit de la langue française. Voilà, mes chers amis, le diagnostic que ces gens-là portent. Alors, je pourrais vous parler de mon cher Albert Caraco et de son bréviaire du chaos, où il voit le monde dans un chaos. Mais je ne veux pas non plus exagérer. Il y a ce passage merveilleux, mais tragique,
de mon cher, de mon grand Charles Baudelaire. Dans un texte que peu de gens connaissent aussi, je me suis amusé à mettre des textes plus connus, qui est son journal intime. Il a écrit 2 journaux intimes, Baudelaire. Il a écrit Mon cœur mis à nu, que certains connaissent, en 1863, et un autre journal intime qui s'appelle Fusée, au pluriel, 1863 aussi. Ces journaux intimes n'étaient pas faits pour être publiés. Voilà pourquoi ils sont peu connus. Ils ont été publiés posthumes. Vous les trouvez dans la Pléiade, dans les œuvres complètes de Baudelaire. Voici ce que Baudelaire dit. Le monde va finir. La seule raison pour laquelle il pourrait durer, c'est qu'il existe. Que cette raison est faible, comparée à toutes celles qui annoncent le contraire, particulièrement à celle-ci. Qu'est-ce que le monde a désormais à faire sous le ciel? C'est un athée qui parle. En tout cas, un impie. Je ne suis pas sûr que Baudelaire était athée. C'était un athéisme avorté. Pour ceux qui ont lu notamment le Baudelaire de Sartre, à mon avis, Baudelaire est toujours resté très catholique, au fond de lui. Le monde va finir, la seule raison pour laquelle il pourrait durer, c'est qu'il existe. Que cette raison est faible comparée à toutes celles qui annoncent le contraire, particulièrement à celle-ci. Qu'est-ce que le monde a désormais à faire sous le ciel? Car en supposant qu'il continue à exister matériellement, serait-ce une existence digne de ce nom et du dictionnaire historique? Nouvel exemple et nouvelle victime des inexorables lois morales. Nous périrons par où nous avons cru vivre. Baudelaire qui parle. Nous périrons par où nous avons cru vivre. Écoutez cette phrase. On dirait qu'il a lu Paul Valéry. La mécanique nous aura tellement américanisés. Il écrit ça en 1863. La mécanique nous aura tellement américanisés, je le cite textuellement. Le progrès aura si bien atrophié en nous toute la partie spirituelle que rien parmi les rêveries sanguinaires, sacrilèges ou antinaturelles des utopies ne pourra être comparé à ces résultats, entre guillemets, positifs. Je demande à tout homme qui pense de me montrer ce qui subsiste de la vie. Le temps viendra, prophétique, le temps viendra où l'humanité, comme un ogre vengeur, arrachera leur dernier morceau à ceux qui croiront avoir hérité légitimement des révolutions. Encore, là ne serait pas le mal suprême. L'imagination humaine peut concevoir sans trop de peine des républiques ou autres États communautaires dignes de quelque gloire. Mais ce n'est pas particulièrement par des institutions politiques que se manifestera la ruine universelle ou le progrès universel, car peu m'importe le nom, ce sera par l'avilissement des cœurs. Ce sera par l'avilissement des cœurs. Ai-je besoin de dire que le peu qui restera de politique se débattra péniblement dans les étreintes de l'animalité générale, et que les gouvernants seront forcés, pour se maintenir et pour créer un fantôme d'ordre, de recourir à des moyens qui feraient frissonner notre humanité actuelle, pourtant si endurcie. Ces temps sont peut-être bien proches. Qui sait même s'ils ne sont pas venus? 1862, Baudelaire. Alors, quand on voit ce tableau, je vous disais que j'essaie de ne pas être pessimiste, je suis sceptique, mais non pas pour autant pessimiste. Il est difficile de rester optimiste. Et puis, voilà pourquoi Freud, en 1930, Sigmund, avait écrit, c'est un des chapitres de mon introduction, « Malaise dans la civilisation ». Et pourquoi en 1935, 5 ans après, Edmund Husserl, que je vous ai déjà cité, a écrit « La crise de l'humanité européenne ». Eh bien, c'est pour cela que nous essayons de nous battre, mes amis et moi, et je voudrais vous citer cette phrase que je cite souvent d'Albert Camus, qu'il a prononcée lorsqu'il a reçu le prix Nobel de littérature en 1957,
dans ce qu'on appelle le discours de Suède, vous savez, le prix Nobel de la paix rendu à Stockholm, en Suède. Voici ce qu'Albert Camus dit, et c'est ce qui m'a animé dans ce livre avec mes amis. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Quelle humilité! On ne prétend pas reconstruire le monde. On n'a pas cette ambition, peut-être, mais ce n'est pas le but. Ce qu'on essaye, c'est de faire en sorte qu'il n'empire pas. C'est de sauver autant que faire se peut ce qui reste encore de l'humanité. Voilà ce que nous essayons de faire humblement. Et alors, il y a, je vais terminer là-dessus, mais je vous répondrai à vos questions, deux grands philosophes qui ont guidé, en ce qui me concerne, ma réflexion, c'est dans mon introduction. Il y a un grand philosophe que peu de gens connaissent. Il y en a trois. Ernst Bloch, grand philosophe juif, Bloch, qui a écrit en 1954, en 3 volumes, en 54-59, Le principe espérance. Malgré tout cela, il continue à avoir quelque part une foi. Foi en Dieu, foi en l'homme. Une foi, le principe espérance. Et puis il y a surtout cet immense philosophe, qui est un des tout grands philosophes après Heidegger, donc dans la fin du XXe siècle, qui est Hans Jonas. Avez-vous déjà entendu? Dans la trilogie des grands phénoménologues, il y a Husserl, qui est le fondateur de la phénoménologie. Ensuite, il y a Heidegger, Martin Heidegger, qui a écrit en 1927 et traitant Sein und Zeit en allemand. Et puis, il y a cet immense philosophe qui est disciple à la fois de Husserl et de Heidegger, qui est Hans Jonas. Jonas s'écrit J-O-N-A-S. Et Hans Jonas a écrit un livre qui s'appelle Principe responsabilité. Donc, Ernst Bloch, Principe espérance. Dans la foulée, Hans Jonas écrit le principe responsabilité, sous-titre Une éthique pour la civilisation technologique. Au moment où nous sommes submergés par la technologie, dont l'intelligence artificielle, l'AI, n'est qu'un des avatars, eh bien, il essaie de construire malgré tout une éthique, une morale pour la civilisation technologique. Cette éthique, elle est basée sur ce que Max Weber appelait la double éthique, l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Ces deux éthiques ne peuvent jamais fonctionner l'une sans l'autre. Vous pouvez avoir des convictions, c'est ce que Weber appelle l'éthique de conviction. Mais l'éthique de conviction peut parfois faire des ravages. Quand vous voulez à tout prix imposer cette conviction à autrui qui ne pense pas nécessairement comme vous. Donc l'éthique de conviction, c'est bien d'avoir des principes, mais ça ne suffit pas, dit Max Weber. Il faut aussi à côté, toujours, comme deux jambes qui marchent l'une à côté de l'autre, sinon on va clopin-clopant. Il faut à côté de l'éthique de conviction ce que Max Weber appelle l'éthique de responsabilité. J'ai des convictions, mais je suis aussi responsable, y compris de mon prochain, y compris d'autrui. Donc, il y a un principe d'espérance, un principe de responsabilité qui est fondé sur cette double éthique dont parle le philosophe protestant, Max Weber, éthique de conviction et éthique de responsabilité. Et puis, ces trois modèles, pour moi, Ernst Bloch, Hans Jonas et Max Weber, donnent lieu à celui qui a été un de mes grands maîtres, peut-être mon dernier grand maître en philosophie que j'ai eu la chance de connaître personnellement, puisque c'est à moi, modestement, qu'il a accordé le dernier entretien avant de mourir, entretien que j'ai publié dans mon livre « Dialogue du siècle », où il y a un entretien avec Emmanuel Levinas, avec Günter Grass, prix Nobel de littérature, avec Václav Havel, avec Eugène Ionesco, Jean Baudrillard. Et donc, j'essaye de remettre en selle Emmanuel Levinas, ce livre que notre ami Jean Loussebon a bien voulu citer et que le professeur Jacques Timignot, que j'ai eu à Louvain-la-Neuve, m'a préfacé, plus beau presse université de France en 2007, eh bien, Levinas, plus loin que l'éthique de conviction, plus loin que l'éthique de responsabilité dont parlent Max Weber et Hans Jonas, eh bien, ce que Levinas met au cœur de sa réflexion, c'est l'autre, avec un grand A, autrui, l'autre, mon prochain, l'autre. Comment pouvoir me penser? Comment pouvoir me poser
si je ne me définis pas, non pas seulement par rapport à moi-même, mais par rapport à l'autre, c'est-à-dire par rapport à l'humanité dans son ensemble. Ça, c'est la grande philosophie, la grande métaphysique de Lévinas. Penser l'autre, penser autrui. Et je termine là-dessus, parce que c'est fondamental. En fait, Emmanuel Lévinas, lorsqu'il pense l'autre, il pense en termes métaphysiques. Et il s'oppose là à un autre grand philosophe qui est Martin Heidegger, qui lui pensait en termes d'ontologie, ontos en grec, l'être. L'ontologie, la science de l'être. Et pour Heidegger, l'être se développe au détriment des autres êtres. L'être se pense et se construit au détriment des autres êtres, au détriment d'autrui. Voilà pourquoi l'être de Heidegger est un être tautologique, est un être totalitaire. Il est totalisant et totalitaire, et voilà pourquoi il a été utilisé par les nazis. En fait, Hitler avait comme... C'est pas la faute de Heidegger, hein, mais Hitler avait comme livre de chevet Sein und Zeit de Heidegger, parce que l'être de Heidegger est pensé en tant qu'être pur, absolu, qui se développe même s'il fait du mal aux autres êtres. C'est ce que Lévinas appelle la totalité. C'est un être totalitaire parce que totalisant. Et à cet être totalitaire, ce que Heidegger appelle en allemand le Dasein, eh bien Lévinas impose à l'ontologie la métaphysique, c'est-à-dire l'infini. L'être est infini, et donc il ne peut jamais être total, puisqu'il est infini. C'est le titre de son chef-d'œuvre à Lévinas, Totalité et infini. L'être de Heidegger est un être total, et donc totalisant, et donc totalitaire, tandis que l'être de Lévinas est un être infini. Et parce qu'il est infini, il ne peut pas être totalisant, il ne peut pas être totalitaire, il ne finit jamais. Tandis que l'être de Heidegger est un être circulaire, qui tourne sur lui-même en écrasant les autres. Voilà pourquoi il a une conception nazie, sans le savoir. Je ne dis pas que Heidegger était nazi, mais il était utilisé par les nazis. C'est une philosophie totalitaire parce que totalisante. Et donc, Lévinas s'oppose à l'ontologie heideggerienne pour établir une métaphysique de l'autre, une métaphysique de l'altérité, qui est la seule façon philosophiquement et métaphysiquement de passer à mon humble avis, de penser à mon humble avis, l'humanisme, correctement pensé et entendu. Voilà pourquoi je suis lévinassien. Et pourquoi notre prochain livre, avec mes amis intellectuels, sera non plus l'héritage de la Renaissance et des humanismes, mais l'héritage des Lumières. Ce sera le prochain livre, l'héritage des Lumières. Mais pas seulement les Lumières françaises, Voltaire, Diderot, Montesquieu, Rousseau, ça on sait. C'est important, bien sûr, mais on sait. Non, aussi les Lumières britanniques, les Lumières anglaises, notamment écossaises, les Lumières italiennes, avec l'Illuminismo, les Lumières allemandes, l'Aufklärung, dont Kant était le maître d'œuvre, et puis, bien sûr, les Lumières juives, qui commencent avec Spinoza, jusqu'à certains grands penseurs du Talmud et de la Torah. Mais ça, c'est le prochain livre sur l'héritage des Lumières. En fait, notre ambition avec mes amis, c'est de faire une véritable encyclopédie pour le XXIe siècle. Mais comme je suis beaucoup moins ambitieux et beaucoup plus humble, Michel ne se voit peut-être pas que mon ami Michel Onfray, qui lui veut faire une encyclopédie à lui tout seul, je pense que le savoir est tellement vaste et tellement grand qu'on ne peut pas raisonnablement et humblement vouloir faire une encyclopédie tout seul. Moi, je suis comme d'Alembert et comme Diderot, je veux une encyclopédie chorale. Ce livre est un livre choral, où il y a des philosophes, des anthropologues, des linguistes, des psychologues, des psychanalystes, des musicologues. Il y a mon ami Bruno Moissan qui a fait un texte remarquable sur la musique de la Renaissance. Il fait partie de l'Institut Chopin à Varsovie, c'est un des grands musicologues français. Il y a des poètes, il y a des écrivains, il y a toutes tendances philosophiques confondues, des gens de gauche, des gens de droite, des gens du centre, des juifs, des arabo-musulmans, des croyants, des athées, des catholiques, des protestants. Ce que nous avons voulu faire, c'est un livre choral, une réflexion globale, générale sur le monde d'aujourd'hui, pour ouvrir des perspectives vers un humanisme des temps présents et à venir, dans un véritable esprit encyclopédique, au sens où mon maître, ou un de mes amis à l'époque, Umberto Eco, l'avait entendu, un savoir universel, global, ce que j'appelle dans ce livre un savoir prismatique. J'envisage le savoir intellectuel comme un prisme, qui était d'ailleurs la figure géométrique prisée par Léonard de Vinci, où chaque prisme, où chaque facette
Chaque savoir illumine l'autre. L'anthropologue illumine le philosophe, qui illumine le linguiste, qui illumine le poète, qui illumine le musicologue. Donc c'est vraiment un livre choral basé sur cet esprit prismatique dont j'ai fait la théorie dans ce livre, puisqu'il se termine par un manifeste du prismatisme, comme il y a eu le surréalisme ou le dadaïsme. Moi, j'invente modestement le prismatisme, qui est pour moi l'avenir de l'intellectuel ou de l'humaniste, tel que je l'entrevois pour les temps présents et surtout futurs. Merci.